Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre émission Dialogue avec le gouvernement. Dialogue ce soir avec la ministre de l'Économie, des Finances et du Développement, Madame Adizatou Rosine Koulibaly. Bonsoir Madame la ministre. Bonsoir. Et merci pour votre disponibilité. S'il y a un ministère qui se trouve aujourd'hui au cœur de tous les défis, c'est bien celui de l'économie. Défi de mobilisation des ressources, d'optimisation des dépenses, le tout dans un contexte de réforme, d'agitation sociale et de morosité des affaires. Et c'est de tout cela que nous allons parler au cours de ce numéro de dialogue avec le gouvernement que j'ai le plaisir de conduire avec mon confrère Karim Gadiaga du journal L'Économiste du Faso. Bonsoir Karim. Bonsoir Jean-Emmanuel. Bonsoir Madame la ministre. Et sans plus tarder, nous allons tout de suite ouvrir la première rubrique. Réformer pour plus d'efficacité, c'est seulement à ce prix que le Burkina peut espérer atteindre ses objectifs et bien sûr attirer des investisseurs. Le chantier est titanesque, les enjeux dans ce reportage. L'économie constitue le poumon du développement et tout pays qui aspire au développement doit travailler à assurer un meilleur pilotage de son économie et de ses finances publiques. Au Burkina Faso, les efforts du gouvernement ont permis de maintenir le cap, tablant en 2016 sur un taux de croissance économique de 5,4% contre 4% en 2015, ce malgré le contexte économique et social difficile de ces dernières années. Une situation qui témoigne de la reprise progressive de la confiance du monde des affaires et des partenaires techniques et financiers après les dures épreuves traversées par le pays, notamment le coup d'État de septembre 2015, et les attaques terroristes de janvier 2016. Au cours de l'année 2016, notre pays s'est doté d'un nouveau référentiel de développement, le Plan national de développement économique et social PNDS, dont la mise en œuvre nécessite la mobilisation de plus de 15 000 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, le ministère de l'Économie, des Finances et du Développement s'attelle à la mise en œuvre d'un nombre important de réformes. Il s'agit entre autres de l'adoption de nouvelles mesures fiscales, notamment les taxes sur les propriétés bâties et non bâties, ainsi que l'instauration de la facture normalisée, le relèvement de la taxe de la bière, la retenue à la source sur les gains de paris et autres jeux de hasard, des réformes au niveau de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique à travers la réduction du stock et du flux des chèques impayés, et celle au niveau de la Direction générale des douanes, concernant l'exploitation de la plateforme Sylvie, le système de liaison virtuelle pour les opérations d'importation et d'exportation. On note également les réformes sur la lutte contre la corruption, l'amélioration de la gouvernance économique, l'appurement de la dette intérieure et l'adoption de mesures portant sur la réduction du train de vie de l'État, ainsi que la nouvelle réglementation sur la commande publique et l'aménagement du territoire. L'objectif final étant d'arriver à la fois à assurer une mobilisation conséquente des ressources pour booster le développement et de promouvoir une gouvernance vertueuse dans la gestion des deniers publics. D'ici à 2020, les efforts seront consacrés d'une part à la réforme du système bancaire et financier pour mieux soutenir l'investissement de la croissance économique et d'autre part à la création d'institutions financières spécialisées pour la prise en charge des secteurs spécifiques comme l'agriculture et l'élevage, les PME et PMI ainsi que les collectivités locales. Voilà pour ce reportage qui campe le décor. Madame la ministre, pour commencer, dites-nous aujourd'hui comment se porte l'économie burkinabé. Bon, je voudrais d'abord, bien sûr, vous remercier pour l'occasion qui m'est offerte
et d'échanger sur l'économie du Burkina Faso et aussi saluer bien sûr les téléspectateurs. J'espère qu'à la fin de l'émission, on aura au moins donné un peu d'éclairage là où il y avait des zones d'ombre et j'imagine que d'autres occasions nous seront aussi données. Certainement. Maintenant, pour revenir à votre question, vous avez vous-même vu l'élément que vous nous avez présenté et on a montré que l'année 2014, les années 2014 et 2015 ont été des années difficiles pour le Burkina Faso, que ce soit sur le plan sécuritaire et que ce soit sur le front social. Il y a un certain nombre de difficultés que le pays a traversées, difficultés qui ont amené justement le Burkina Faso à se retrouver à un niveau de croissance du produit intérieur brut de 4%. Vous m'avez dit qu'il faut parler français facile, c'est-à-dire la richesse du pays avait augmenté de 4% en moyenne d'une année sur l'autre. Mais en 2016, nonobstant tout ce que vous venez de montrer dans l'élément, le pays est revenu et a retrouvé son chemin normal de croissance puisque nous avons atteint un taux de croissance de 5,9% en 2016. Vous avez dit 5,4 dans l'élément, en réalité c'est 5,9 selon les dernières évaluations, donc proche de 6%. Et donc je crois qu'il faut se féliciter de ce que l'économie a fait preuve de résilience. Cela veut dire que quand bien même nous avons subi des chocs majeurs, nous avons pu rapidement nous remobiliser pour faire avancer le pays. Donc c'est ce que je pourrais dire pour commencer. Voilà, je pense que c'était juste la mise en bouche. La priorité dans cette émission, Madame la Ministre, est accordée aux propos et aux préoccupations récoltées sur le terrain et tout de suite nous vous proposons de suivre cet élément. Nous n'avons pas de véhicule de service. Et voilà, et pour intervenir, il faut vraiment compter sur la bonne volonté des agents qui sont souvent obligés de mener les services avec leurs moyens propres. Au niveau de Cotecna, il y a une certaine lenteur dans la délivrance des documents pour permettre aux opérateurs de pouvoir effectuer les opérations douanières. Une difficulté majeure, c'est la question du réseau. Vous savez que maintenant, tous nos métiers sont automatisés, notamment en ce qui concerne les opérations d'encaissement de paiement. On utilise des logiciels. Et pour le logiciel, nous sommes en réseau. Nous sommes en réseau. Et donc, à ce niveau, on a des sérieux problèmes parce que très souvent, le débit est faible ou carrément même il y a rupture de connexion. Donc, ça fait que souvent, cela, en tout cas, entraîne des désagréments. Dans le temps, qu'est-ce qui se passait lorsqu'on rencontrait les contrebandiers? Lorsqu'on faisait un tir de sommation, les gens y jetaient les vélos, les charges, et ils se cherchaient. Mais aujourd'hui, ils répondent à la sommation. Dans le domaine de l'importation, souvent on a des conteneurs qui restent plus d'un mois, 2 mois, voilà, à attendre l'inspection Cotecna. Quand le redressement ou le contrôle se fait sur le compte bancaire, je suis désolé, c'est pas là il faut commencer. Tu te débrouilles sous un hangar de 6 tôles et on vient t'imposer une taxe de 24 000 francs. L'année dernière, nous nous sommes battus contre cela. Cette année encore, nous allons nous y opposer et nous resterons fermes. Nous, on exhorte le service Cotecna à essayer d'accélérer. On sait que ce n'est pas facile à leur niveau, parce que s'il faut faire toutes les opérations qui se passent à Ouagadougou avant de s'occuper de ceux de Bobo, on sait que c'est vraiment large pour eux. Avec les nouvelles mesures de la douane, les Sylvie et le Quatrac, c'est très bien. Ils sont là pour nous gérer, améliorer le travail. Concernant les camions qui chargent à partir de Lomé ou bien à partir de Ghana, arriver à la frontière, grâce avec les Kotrak, ils vont les suivre jusqu'à la sortie du vers Kankiari, qu'on peut les suivre aussi à la rentrée de Ouagadougou. Voilà. Karim Wadiaga. Voilà, Madame la Ministre, ça a été dit, il y a eu beaucoup de réformes pour permettre à l'économie de redémarrer, mais en même temps, si on fait des réformes, il faut également mettre le personnel dans des conditions pour arriver en tout cas à optimiser, à atteindre les objectifs qui sont fixés. Notamment au niveau du personnel, il faut véritablement donner les moyens pour que le travail puisse être fait, mais également sur le terrain, il faut mettre les opérateurs économiques dans des conditions. Est-ce que vous ne pensez pas que ces aspects-là sont délaissés aujourd'hui par rapport, en tout cas, à l'action gouvernementale? Je voudrais que d'abord, avant de porter un jugement sur une situation ou un fait, il faut connaître la situation de départ. Le gouvernement qui est en place est là depuis janvier 2016. Et donc, nous avons hérité
d'un passif très lourd à tous les niveaux. Lorsqu'on nous interpelle sur les questions de dette, sur les questions de reste à recouvrer, de chèques impayés, ce n'est pas quelque chose que nous avons créé, donc c'est un héritage. Par rapport aux conditions de travail du personnel, moi-même j'ai réalisé des visites de terrain. Même à Cinquancé, je suis partie. Je suis allée à la frontière vers le Niger. J'ai vu dans quelles conditions le personnel du ministère se trouve en région, puisque ici aussi je suis allée au niveau des services centraux. Ce qui se passe au niveau du Minefid, ce sont les mêmes difficultés que vous allez rencontrer dans d'autres services. Cela veut dire quoi? Que notre administration est vraiment dépouillée. Nous sommes arrivés à un niveau où on a besoin de moyens importants pour investir et remettre l'administration à flot. Ça, c'est une question importante. Et Madame la ministre, ici par exemple, il y a une question qui a été évoquée concernant par exemple la connexion Internet. Aujourd'hui, quand on sait qu'avec toutes les plateformes qui sont mises en place, tous les traitements de dossiers se font maintenant à partir donc, du net, est-ce que ça, ce n'est pas vraiment une priorité? Parce que c'est peut-être la condition pour que vous puissiez atteindre en tout cas les objectifs du recouvrement. Bon, bien sûr, vous prêchez à un converti. Vous prêchez à une convertie. Parce que la question de connexion, nous nous sommes rendus compte que d'ailleurs sur le plan mondial, nous, le Burkina Faso, on se retrouve au bas de l'échelle. Et c'est pour cela qu'au dernier Conseil des ministres, le gouvernement a adopté le projet de mise en place de la bande passante, là, pour accroître la bande passante, le backbone, la fibre optique. Voilà. Le gouvernement a opté pour cela. Parce que lorsque vous n'avez pas une infrastructure solide, quels que soient les investissements que vous faites, vous n'allez pas tirer le meilleur avantage de cela. Et donc, c'est pour cela que nous allons mettre effectivement la fibre optique. Mais en attendant, qu'est-ce que nous avons fait? Au niveau des ministères, bon, nous essayons de nous abonner au Wi-Fi. Certains utilisent des clés. Un peu partout, c'est ce qui se fait. Donc, c'est ce que nous utilisons comme mesure palliative en attendant. J'ai même rencontré le président de la CENI pour vous dire, le président qui était sorti. Je lui ai dit, les VSAT, est-ce que nous pouvons les utiliser au moins pour les régions? On m'a dit non, la capacité n'est pas adaptée aux besoins actuels. Je suis une personne qui suis convaincue que, puisque nous, pour pouvoir recouvrer le mieux possible, pour lutter contre la fraude, il faut dématérialiser. Il faut donc qu'il n'y ait pas de mouvement de cash, etc. Il faudrait que les gens aient une plateforme sur laquelle travailler. Mais malheureusement, c'est la situation qui est là et nous sommes en train d'y travailler. Donc je suis totalement sensible. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'avec ce problème-là, on ne puisse pas atteindre les objectifs? Non, mais puisque nous allons régler la situation, ce n'est pas du jour au lendemain. Vous savez, la connexion Internet, ce n'est pas de la tomate. Et vous allez au marché du village ou du quartier, vous achetez. C'est un investissement lourd. Et c'est effectivement cet investissement qu'on est en train de faire. Et mieux, nous travaillons aussi avec les opérateurs de téléphonie mobile pour essayer de voir comment nous allons mutualiser ce que nous avons comme capacité afin de répondre aux besoins de la population en général et bien sûr de l'administration fiscale en particulier. Alors il y a une question quand même qui est revenue à plusieurs reprises, notamment la question de la lenteur. Et il y a un doigt accusateur qui est pointé notamment sur Cotecna. Est-ce que vous êtes au courant de ce problème-là avec Cotecna pour le dédouanement des marchandises? Oui, pour Cotecna, je crois qu'il y a plusieurs éléments. Et j'ai essayé effectivement de faire le point parce que c'est un contrat important que nous suivons. Et c'est aussi grâce à, j'allais dire, ce double contrôle, le suivi satellitaire, effectivement, tous les éléments d'évaluation des marchandises qu'ils font, tous ces éléments nous permettent effectivement d'avoir la valeur en douane et de nous assurer que le juste dédouanement est fait. Nous sommes au courant, effectivement, nous avons interrogé même Cotecna, mais ce qui ressort certaines fois, c'est quoi? Je ne leur donne pas raison, mais ce qui ressort certaines fois, c'est que les commerçants n'ont pas tous les éléments de dossier. Lorsque vos dossiers ne sont pas complets, naturellement, vous allez devoir repartir, revenir, et tout cela prend du temps. Sinon, normalement, ce qui était prévu, et aussi, je crois que ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'actuellement, le poste juxtaposé et l'interconnexion avec les autres pays ne fonctionne pas très bien. Si l'interconnexion fonctionnait très bien, les mêmes informations qui quittent le port de départ ou le pays de départ, nous avons ces informations à notre niveau, de sorte qu'il y a une fluidité
au niveau de la circulation en frontière, ce qui n'est pas le cas. Et nous sommes en train d'évoluer, et je suis heureuse d'ailleurs de vous dire ici que l'UEMOA est en train d'investir à ce niveau, que nous avons la JICA qui nous accompagne aussi, les Japonais. Et donc, en tout cas, dans les semaines à venir, nous allons voir en tout cas des progrès par rapport à cette question de dédouanement. Alors, il y a également ce commerçant qui est prêt à repartir au combat parce qu'il dit que voilà, il est taxé à hauteur de 24 000, je crois, ou bien voilà, par an, et il estime que c'est trop. Est-ce qu'il n'y a pas peut-être, en tout cas, un excès au niveau de la taxation de ces commerçants, de ces petits commerçants, disons? Oui, voilà, justement, la question des impôts, c'est comme la question un peu de l'assurance. Lorsque vous avez un sinistre chez vous et que vous voulez être dédommagé, vous voyez votre assureur, vous essayez de gonfler le plus possible pour récupérer. Par contre, c'est le contraire au niveau du fisc. Chacun se dit pauvre au niveau du fisc. En principe, c'est quand même une évaluation contradictoire. Ceux du fisc disent, selon les éléments que nous avons, voilà ce que vous devriez payer au niveau du fisc comme impôts, etc., etc. Mais si vous n'êtes pas convaincu que c'est cela, apportez-leur la contradiction, parce que certaines fois, effectivement, on discute et puis on amène les gens après à payer le juste impôt. Mais tout le monde court en fait devant l'agent du fisc. Je crois qu'en fait c'est ça la situation. À chaque rencontre gouvernement, secteur privé, les opérateurs économiques demandent par exemple qu'il y ait les états généraux de la fiscalité. Est-ce que ce ne serait pas la solution pour véritablement mettre les choses au point à ce niveau? Non, il y a d'ailleurs un travail qui est en train de se faire. Et nous sommes en train de travailler avec le conseiller à la présidence qui s'occupe des questions du secteur privé, de la fiscalité, etc. Nous sommes en train de travailler un atelier qui va se tenir bientôt pour arriver à avoir une bonne compréhension de la chose, parce que nous, notre objectif ici, ce n'est pas d'étouffer les entreprises. Bien au contraire, nous voulons que les entreprises se portent bien, que les affaires marchent bien et que l'État aussi ait sa part. Donc c'est un souci que nous avons en permanence et nous dialoguons avec le secteur privé. J'ai tenu des réunions avec eux, j'ai cherché à comprendre leurs préoccupations et j'ai demandé à mes collaborateurs d'être à l'écoute et d'essayer d'être en fait des partenaires pour répondre aux besoins de leurs clients. Je considère que ce sont des clients à nous et nous devons en tout cas leur rendre des services de qualité. Alors Madame la Ministre, on va progresser avec une question qui a été recueillie sur le terrain. Madame la Ministre, quelles sont les mesures que vous préconisez pour nous aider afin que nous sortons de cette crise de connexion? Voilà, je crois que la question, elle revient. On l'avait déjà évoqué, mais c'est la preuve que c'est une grosse préoccupation pour tout le monde. Tout à fait. Je crois que ça, c'est une préoccupation qui est partagée et nous y travaillons. Ce que je vous dis, la preuve, c'est effectivement la décision que le Conseil des ministres a eu à prendre pour pouvoir avancer au niveau du backbone, de la fibre. Les chiffres indiquent que pour tout le Burkina Faso, on a une capacité de 18 gigabits. Alors qu'un pays comme le Ghana a 2500 gigabits seulement pour l'administration. Pas plus tard que ce soir, on en parlait avec le Premier ministre et ma collègue de l'économie numérique. Donc nous sommes conscients de la situation et c'est pour cela d'ailleurs lorsque vous voyez le plan national de développement économique et social, de façon claire, nous avons dit que les technologies de l'information et de la communication sont des secteurs qui peuvent effectivement permettre d'avancer rapidement et de booster la croissance. Et dans le monde entier, les pays qui ont investi à ce niveau-là ont eu un retour rapide sur investissement. Donc, nous sommes sur la voie, mais vous ne voulez pas quand même qu'en 1 an et demi, on fasse ce que depuis combien d'années on n'a pas pu faire. Donc, je crois qu'il faut nous laisser aussi avancer. La volonté est là. On donne, le cap est là, on est en train de travailler là-dessus. Bon, donc, je crois qu'on ne va pas attendre trop longtemps, puisque bientôt le contrat va démarrer pour en tout cas la bande passante. Alors tout de suite, Madame la Ministre, si vous le permettez, une autre question recueillie sur le terrain. Si l'interconnexion est faite, et nous sommes près de 174 sociétés de transit en frontière, et derrière ces sociétés, c'est des agents, des gens qui sont mariés, qui ont des enfants. À supposer qu'on doit mettre brusquement fin à leur travail. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils doivent devenir? Madame la Ministre, si j'ai bien compris, c'est cette question d'interconnexion et de dématérialisation, alors que quand on prend tout le circuit, depuis Bitou jusqu'à Saint-Quincy par exemple, il y a beaucoup, en tout cas d'intermédiaires qui sont là et qui en vivent. Alors ils s'inquiètent du sort de... Est-ce que ça, c'est un volet qui est pris en compte?
Bon, on ne peut pas faire aussi d'omelette sans casser des œufs. Je suis vraiment très sensible au message que vient de passer le déclarant en douane. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'un pays doit avancer. Un pays doit avancer, nous n'allons pas refuser le progrès. Je crois qu'il faut réfléchir à une reconversion de ceux-là qui occupaient un certain nombre de métiers, en fait, qui exerçaient des métiers au niveau de la procédure, des dédouanements, etc., dans le circuit. Mais ceci étant, je crois que l'interconnexion est très importante et nous ne pouvons pas rester en recul de ce que les autres pays font pour pouvoir avancer. Je crois que, parce que lorsque nous avons des données, imaginez un peu, lorsque vous êtes obligé de refaire la même procédure 2-3 fois. Imaginez-vous quelqu'un qui est au Mali. La procédure va se faire au Togo. Le Burkina va faire la sienne. Au niveau du Mali, avant d'arriver, vont le faire. Regardez un peu, on perd en efficacité. Alors qu'à la fin de la journée, si on arrive à faire l'interconnexion, donc la procédure sera très fluide et les commerçants vont gagner en temps et l'activité économique va aussi avancer plus rapidement. Je crois qu'il faut analyser cela ainsi, plutôt que de voir seulement le verre à moitié vide. Madame la ministre, on ne va pas s'attarder trop sur cette question, on va progresser avec d'autres préoccupations. Le phénomène des chèques impayés est désormais maîtrisé. Je ne dirais pas résolu parce qu'il y a un passif à apurer. C'est la résultante, je dirais, quelque peu de la mauvaise foi de certains contribuables, du manque de civisme de certains contribuables qui payaient les taxes, impôts et autres droits par des chèques, que quand nous allons les présenter au niveau de la Chambre de compensation de la Banque centrale, ces chèques se révèlent sans provision. Par an, l'État dépense à peu près 5 milliards pour les locations. Et la politique actuellement, la vision que nous avons, c'est de pouvoir réduire cette enveloppe-là. Ce que nous regrettons actuellement, c'est qu'il n'y a véritablement pas de mesures fortes prises pour réduire le prix des denrées. Et il faudrait que le gouvernement travaille sur ce point pour ne pas encore faire souffrir davantage le peuple burkinabé. On exécute les marchés publics, mais les règlements ne se font pas à temps. Notamment si l'État manque dans son paiement à la date convenue, et nous avons pris un prêt à la banque pour préfinancer et rembourser à la date qui est dans le marché. Si cette date, l'État ne paye pas, la banque prend chez nous. Je pense qu'aujourd'hui au Burkina Faso, on a assez de ressources naturelles comme l'or, comme certains d'autres métaux précieux, où sur la base de codes miniers dits attractifs, on dilapide nos sous. L'or n'a pas besoin d'appeler quelqu'un. Quand il y a l'or quelque part, tout le monde vient. On n'a pas besoin d'attraction pour ça. Le deuxième élément, c'est qu'il y a beaucoup de fraudeurs au Burkina Faso qui ne sont pas sanctionnés. Et ceux qui peuvent être sanctionnés, le politique fait des ingérences pour qu'il n'y ait pas de sanctions. Il ne faut pas que la lutte contre la fraude incombe aux seuls professionnels de la lutte contre la fraude. Ce que je veux dire simplement, c'est que la lutte contre la fraude, c'est l'affaire de tout le monde. Voilà, beaucoup de préoccupations soulevées. Je pense qu'on peut déjà s'attarder sur la question des chèques impayés. Alors, où est-ce qu'on en est actuellement, Madame la Ministre, sur cette question? Bon, le directeur général du Trésor l'a bien expliqué, c'est un passif. Nous avons hérité effectivement d'un passif, je l'avais dit tantôt. Et au 31 décembre 2015, c'était environ 37 milliards. 37 milliards à fin décembre 2015. Ce que nous avons fait, c'est de récupérer au moins 1 milliard pendant l'année. À fin décembre 2016, nous avions récupéré 1 milliard de tout ce stock-là. Deuxième élément, nous avons mis en place des comptes au niveau de 13 banques de la place pour permettre effectivement que tous les paiements se fassent au niveau des banques. Et cela a permis de réduire cela de façon significative. Parce que par le passé, on avait observé qu'on avait, les montants, c'était à peu près 1 milliard par mois de chèques impayés. Le risque qui était là. Et nous avons vraiment réduit ça de façon drastique. On n'atteint même pas les 100 millions maintenant. Donc je veux dire que nous avons pris un certain nombre de mesures. Pour ce qui concerne Ouaga et Bobo, c'est cerné. Pour les autres régions, il faudrait que nous puissions travailler aussi avec les banques pour éviter effectivement qu'il y ait une accumulation de chèques impayés. Mais la stratégie... Ces chèques-là sont émis par des structures et des gens qui sont connus, n'est-ce pas? Oui, mais certaines fois, les gens même sont, comme on dit, sont portés disparus, comme on dit. On n'arrive pas certaines fois, parce que ce sont des personnes qui sont capables de changer d'identité.
Et donc, nous sommes en train de travailler avec des tierces personnes, des avocats, etc., pour voir comment d'autres personnes peuvent recouvrer ce chèque-là à lieu et place de l'État. Sous la transition, il y avait eu par exemple ces rapports-là qui avaient permis de déceler un certain nombre de personnes qui étaient concernées par ces chèques-là. La population estime que le gouvernement n'est pas suffisamment ferme sur la question. On ne tente pas de poursuivre avec beaucoup de fermeté ceux-là qui sont concernés. Mais quand vous allez chercher, vous allez vous rendre compte que certaines entreprises ont fermé, qu'elles ont déclaré faillite. Donc, ce n'est pas une chose aussi facile. Imaginez-vous qu'avec toutes les difficultés que nous avons ici, que moi je m'asseye, savoir que je peux aller prendre 36 milliards ou 37 milliards quelque part et ne pas le faire. Je crois quand même que c'est important. Donc nous sommes en train vraiment d'y travailler. Pour nous, nous travaillons sur 2 fronts. Comment récupérer les 37 milliards, en fait le résiduel, ce qui reste des 37 milliards, mais comment limiter pour que nous ne tombions pas encore dans une autre situation de cumul de chèques impayés. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire. Parce que c'est ce que mon confrère disait, c'est ça qui nourrit peut-être le sentiment un peu d'inaction ou de laxisme concernant toutes ces personnes qui tentent un peu de contourner les règles. Parce que, bon, 37 milliards, si au moins il y avait quand même peut-être, en tout cas, des grands émetteurs qui avaient été mis sur le banc, bon, ça aurait peut-être servi de leçon aux autres, Madame la ministre. Oui, bon, je crois qu'il faut voir aussi les efforts qui sont faits. Je vous ai montré les résultats. Je vous ai dit ce qu'on est en train de faire. Qu'on a récupéré 1 milliard, c'est peu, mais ce n'est pas rien. Que surtout, nous avons mis des mesures en place pour que cela ne se répète pas. Si par le passé, ces mesures-là avaient été mises en place, on n'en serait pas à cette situation-là. Donc, je crois qu'il faut voir les efforts qui se font et régulièrement interroger nous. Nous allons vous dire comment effectivement nous avançons. Parce que bon, maintenant, il faut que nous communiquions un peu plus parce que vous n'étiez pas au courant de tout ce que nous avons fait pour vraiment limiter les dégâts, si je peux le dire ainsi. Mais les actions sont prises et ce n'est pas seulement au niveau de ces chèques impayés. Vous allez parler aussi d'autres éléments au niveau des impôts aussi, les restes à recouvrer aussi, ceux qui doivent aux impôts et qui n'ont pas payé, etc. Donc, il y a toute une masse d'argent qui circule dans la nature. Et ça a été créé, on ne sait pour quelle raison, parce que malheureusement, les administrations fiscales ne travaillaient pas bien. Donc nous sommes obligés de mettre actuellement le fondement. Lorsque vous n'avez pas une base pour quelque chose, on ne voit pas le résultat. Mais lorsque les bases seront mises en place, en ce moment, nous allons commencer tous à observer effectivement qu'il y a des retombées. Et cette question aussi des locations, des bâtiments. Des locations de bâtiments. Voilà, c'est une question qui coûte véritablement de l'argent à l'État. Quelle est véritablement votre politique à ce niveau-là pour réduire en tout cas ce problème de location-là et puis ensuite faire en sorte que les gens n'aillent pas faire des locations tout simplement parce qu'ils ont envie quelque part de profiter de la situation. Et vous avez totalement raison. Quand je suis arrivée, j'ai fait le point segment par segment. Tenant compte de la mission assignée au Minefid, j'ai fait l'état des lieux. Quelle est la situation de départ? Et on s'est donné des objectifs. Actuellement, mes équipes sont en train de travailler pour que ce pays ait une politique immobilière. Ça n'existait pas. Il n'y avait pas de politique immobilière et cette politique sera assortie d'un plan d'action. D'ici le mois d'août ou septembre, ça sera prêt. Ils sont avancés, ils sont en train d'y travailler. Et cela va nous amener à quoi? À décider de plans que nous allons mettre en place pour acquérir des bâtiments pour les services. Les 5 milliards par an, nous considérons que si nous travaillons même avec des privés, ils peuvent bâtir des buildings, en fait des bureaux, des immeubles, voilà, merci, pour les ministères. Mais nous, on paiera alors les 5 milliards de loyers. Chaque année, on est tranquille. Mais en 2-3 ans, ils vont nous développer cela et puis bon, on passe à... Mais cela n'avait pas été conçu. Donc, c'est-à-dire qu'il y a eu des actions qui ont été menées, mais des actions sans vision, des actions à tâtons. Et c'est pour cela que nous avons essayé de travailler pour voir au niveau de chaque pan ce que nous allons faire pour améliorer la situation. Quand on parle de réformes, les réformes, ce n'est pas du jour au lendemain quelque chose qui se fait. C'est quelque chose qu'il faut penser,
c'est essayer de voir parmi les options possibles, quelle est la meilleure, et lorsqu'on prend la décision, on avance. Donc, on est en train d'élaborer une politique immobilière pour le Burkina Faso. Madame la ministre, je sais que mon confrère, ce dont il parlait également, c'est le fait que très souvent, on voit que derrière les propriétaires des bâtiments qui sont loués par l'État, alors on se rend compte qu'en réalité, c'est également des mécanismes pour, en tout cas, permettre à des personnes de s'enrichir, que ce soit des gens du privé ou des gens du public qui construisent des bâtiments. Et puis, bon, voilà, on vient louer le bâtiment. Est-ce qu'à ce niveau, vous avez essayé peut-être de regarder attentivement pour vous assurer que ces pratiques-là aussi ne perdurent pas? Bon, en tout cas, si vous ne me connaissez pas, vous allez me découvrir, mais je ne suis pas dans ça. Je ne suis pas dans ça. Je joue la transparence totale et tolérance zéro pour vraiment ce qu'on peut dire le micmac ou le liblib, en fait tout ce qui n'est pas clair. Je sais, non, ça c'est une expression du président Mouta Mouta, moi je n'ai pas répété ça. Mais en tout cas, chez moi, tout est transparent. Mais il faut respecter les textes qui sont là. Il y a des comités qui sont mis en place, et ce sont ces comités, normalement, qui arrivent à faire l'évaluation, d'ailleurs, de l'immeuble qu'on veut louer, parce que tout est encadré, le mètre carré, tant. Et c'est sur cette base que le processus est lancé et qu'on décide de louer à un montant donné ou pas. Donc, tout le monde est sur le même pied d'égalité. Ça, vous pouvez me faire confiance à ce niveau-là, en tout cas. Si ça se faisait ainsi, soit. Mais en tout cas, maintenant, dans la nouvelle gouvernance qu'imprime ce nouveau gouvernement, nous ne travaillons plus comme ça. Vous avez entendu aussi, entre parenthèses, ce n'est pas le sujet, la question des tablettes, des équipements pour le recensement de la population et de l'habitation. Vos confrères ont vilipendé le ministre que je suis. Tranquille, j'étais stoïque, mais vous avez les résultats. On allait y arriver, Madame la ministre. Non, n'arrivons pas à ça. Vous avez posé une plainte à cet effet. Alors, aujourd'hui, est-ce que, en tout cas sur cette question, on peut dire que tout a été fait en termes d'éclaircissement? Non, je suis restée un peu sur ma faim, sérieusement. D'abord, il ne s'est pas agi d'une plainte. Lorsque j'ai appris que les ressources publiques et les ressources mises à disposition par les partenaires techniques et financiers étaient en train d'être utilisées d'une manière peu recommandable, j'ai saisi la SCE. C'est l'autorité qui est mise en place pour traiter de ces questions-là. Et la SCE a mené son enquête de façon indépendante et elle a identifié ceux qui étaient impliqués dans cette question de tentative de corruption. Mais dans tous les cas, ce que je voulais dire ici, c'est que lorsqu'il y a des questions, lorsqu'on a des informations, dans le doute, vraiment, il faut chercher la vérité. Au lieu de commencer, eh bien, je crois que cela vous concerne, la presse, je crois que vous devez informer, mais donnez aussi la vraie information. Parce que si l'information que vous donnez devient du harcèlement ou de l'acharnement, ou perçu comme si on vous fait écrire cela, non, madame la ministre, oui. C'est pas de l'acharnement, les journalistes sont dans leur rôle, madame la ministre. Ils ne sont pas dans leur... Si vous dites ça, moi je n'avais pas prévu de porter plainte contre vos confrères, parce que j'ai considéré que je ne vais pas faire une publicité inutile à des gens qui ont utilisé la plume de la mauvaise manière possible. Moi j'ai beaucoup de respect pour le travail des journalistes. C'est pour ça que je ne leur ferai pas cet honneur. Parce qu'après, ils vont devenir des héros un peu. Tout le monde va se lever et dire, voilà, ce n'est pas liberté de presse, mais c'est de quelle liberté on parle. Je crois qu'il y a des obligations de chacun. Comprendre, c'est comment on est arrivé à cette affaire-là dans votre ministère. Parce que quand même, c'est un marché du ministère des Finances. Certainement, vous avez mis votre signature sur le marché. Comment ça a pu passer sous vos yeux? Non, mais ça, c'est une responsabilité individuelle. Vous ne savez pas comment la corruption se fait. Les questions de corruption... Mais ça se fait de façon, par des professionnels qui le font de façon tellement propre que certaines fois, vous ne voyez pas les choses. Vous pensez que si tout le monde qui est ici là, pouvait détecter les cas de corruption ou de fraude, ça ne se passerait pas. Mais l'essentiel, c'est que la justice fonctionne. C'est ça. L'essentiel, que la justice fonctionne pour rétablir les faits et qu'on ait la vérité. Et j'attends les excuses de vos collègues
ou de vos camarades. En tout cas, ce n'est pas encore fait. Okay. Mais voilà, je le constate tout simplement. Madame la ministre, on va progresser avec tout de suite une question. Par rapport à la réglementation et à la tenue des obligations contenues dans les marchés publics, ce qui crée la dette intérieure, là, c'est quoi? C'est les impayés de la part de l'État. Il est dit que c'est 90 jours habituellement que les factures sont payées. D'abord, les avances de démarrage qui sont prévues dans les marchés, il n'y a pas un délai pour les payer. Figurez-vous, madame, vous avez 90 jours pour exécuter un marché et un droit pour avoir une avance pour démarrer. Vous introduisez votre demande d'avance immédiatement après l'attribution du marché et l'avance n'est payée qu'après 90 jours. Vous voyez? Ça veut dire quoi? C'est vrai que c'est une occasion de recevoir le paiement de l'avance de démarrage, mais on ne sait pas quand est-ce qu'on commence le délai de livraison. Si l'avance a été demandée, c'est parce qu'on avait besoin pour soutenir le début de l'exécution. Maintenant, on paye ça après le délai même normal d'exécution. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, Madame la ministre, je pense que la question est suffisamment claire. Bon, la question est très claire. La réponse aussi sera très claire. Et parce que, en réalité, lorsque moi je vois les chiffres au niveau du Trésor, pour l'avance de démarrage, je peux trouver effectivement que certaines fois, ça peut venir un peu tard parce que la procédure n'est pas allée très vite, etc. Mais si c'est pour payer les factures, nous les payons vraiment, on respecte les normes internationales en la matière. Il y a eu des progrès non seulement par rapport à ce qui se faisait par le passé, mais par rapport même aux normes internationales, nous sommes même en avance par rapport à cela. Nous n'avons pas de facture de 90 jours au niveau du Trésor public. Je crois que la question de fond, c'est l'avance du démarrage. En fait, c'est ça. C'est au niveau de l'avance du démarrage que certaines fois, il y a des retards, mais ils peuvent, au niveau de l'avance de démarrage, les textes sont là pour que le gouvernement leur paye, j'allais dire des intérêts dus au retard, quelque chose comme ça. Parce que la préoccupation, c'est qu'il y a des délais, en fait, qui sont la plupart du temps assez stricts pour l'exécution du marché. Alors, quand l'avance pour le démarrage traîne, alors que le délai est incompressible, disons, en tout cas, l'État ne va pas reculer parce qu'il n'a pas payé l'avance à temps. Est-ce que ça, ce n'est pas un vrai problème? Oui, mais ça, normalement, ils peuvent renégocier le contrat. Hein. Je veux dire, juridiquement, vous êtes lié à des clauses contractuelles et celui pour lequel vous travaillez doit vous verser une avance de démarrage dans un délai donné. Si ce n'est pas respecté, vous pouvez renégocier et là, ça ne doit pas poser de problème. Je pense que les gens doivent pouvoir exercer leurs droits. Si l'État a tort, c'est lui qui doit prendre les dispositions. Et si c'est l'entrepreneur qui a tort, que lui aussi il puisse répondre. Mais ça, je crois que je suis totalement d'accord avec lui. Mais le tort, c'est également au niveau de la population, puisque ça réduit l'efficacité des réalisations sur le terrain. Mais ça, c'est très... Oui, je suis d'accord, mais le tort n'est pas créé, j'allais dire, exprès. Si tout fonctionnait normalement, on n'en serait pas là. Et je crois que c'est l'occasion d'abord de féliciter des agents qui travaillent. Parce que Dieu seul sait que j'ai des collaborateurs qui sont vraiment engagés et qui font leur travail très bien. Sinon, on n'en serait pas là du point de vue des résultats. Figurez-vous que malgré la crise, malgré tous les remous sociaux que nous avons connus, nous avons mobilisé plus de 17% de recettes fiscales par rapport à 2015. 17% de plus. Mais ça relève du miracle. C'est parce que certains ont travaillé, ils ont pris sur leurs heures de repos pour que nous rattrapions tout ce retard. Mais c'est aussi le moment de dire de façon ferme et de rappeler à ceux-là qui sont des fonctionnaires, qui sont assis parce qu'ils fonctionnent tout simplement, que dans cette ère, à ce moment, s'il n'y a plus de place pour la paresse dans notre administration. Donc je crois que nous avons mis un dispositif en place pour d'ailleurs suivre les délais de traitement des courriers. Et les directeurs sont interpellés par rapport à ça. Ils doivent interpeller leurs agents. Et naturellement, chacun est évalué par rapport à ce qu'il a fait et ce qu'il n'a pas fait. Donc c'est parce que dans les administrations, le système d'évaluation se fait, c'est un parent, je lui donne la note, c'est bon, on avance. On n'avance pas. Parce qu'on n'avance pas, parce que l'individu avance, mais le pays n'avance pas. Il faudrait que chacun, là où il se trouve, qu'il puisse travailler et donner le meilleur de lui-même. Mais là, ce début de semaine, moi je suis partie dans certains services. Les responsables de service sont arrivés me trouver pointé devant leur bureau.
Ben, vous n'avez pas besoin de parler pour ça. J'arrive à la devanture d'un service où vous avez quelqu'un qui devait désherber et qui est là, qui ne le fait pas. Je lui ai dit non, si vous êtes un agent de l'État, c'est un avantage pour vous, mais de l'autre côté, vous avez aussi des obligations. On ne peut pas être là toujours revendiqué. Demander à l'État de faire ça et ne même pas mériter le salaire qu'on a. Ça, c'est totalement inacceptable. Oui, on va arriver aux revendications. Madame la ministre, on va tout de suite écouter d'autres préoccupations. Vous voyez qu'il y a des gens qui sont à Ouaga qui ne veulent plus repartir en région. Donc nous, on a dit non, il faut que le ministre essaie de revoir ça. Ils sortent nouvellement de l'ENAREF, ils sont nouveaux. Ils viennent en région, nous les formons. Si même qu'ils repartent à l'école, il faut encore, quand ils vont sortir, qu'on soit encore, même s'ils vont sortir des régions, qu'on les mette encore dans les régions. Sinon, vous êtes là à perpétuer le commencement. Il faut étendre la création des comptes bancaires au niveau des régions. Parce que, au niveau de Ouaga et Bobo, c'est tiré de chèques impayés. S'ils n'arrivent plus à utiliser cette méthode à Ouaga, vous imaginez qu'ils vont se rabattre sur les régions. La facture normalisée peut minimiser quand même un temps soit peu ces fraudes. Ici, on n'a qu'un seul véhicule puis une seule moto. Actuellement, on n'a pas nombré. C'est moi plus 3 agents qui doivent couvrir 31 communes. Et notre structure a la charge d'appuyer ces structures de collectivités territoriales là. Les difficultés principales rencontrées par la trésorerie régionale du Nord, c'est la question d'insécurité. Au niveau de la route, par exemple, il y a des contrôles, beaucoup de contrôles sur la route. Par exemple, quand ton papier tout est prêt, tout est OK, il demande quelque chose. Il peut dire qu'il faut nous donner quelque chose. Si tu as cherché à discuter avec eux, il va dire d'amener des échantillons, ou bien d'amener des boîtes de pharmacie, ou bien d'amener des clients de sol. Au niveau des appareils là aussi, ça nous traîne ici. Tu vas venir garer ici à côté des appareils là, dormir ici là. Jusqu'à l'endemain à 10h là, ça aussi, ça nous met en retard. Les difficultés actuelles que nous avons, c'est surtout le problème de connexion. À tout moment, il y a des connexions. Donc nous nous retrouvons chaque fois avec les chauffeurs et nous qui sommes intermédiaires entre eux et la douane. C'est nous, à tout moment, qui avons des problèmes. Maintenant, par rapport à la décongestion du travail, on nous a tous amenés à 5C. Bien vrai, c'est l'UEMOA qui a décidé, ce n'est pas nous, mais ils n'ont pas, ceux qui ont signé les accords n'ont pas tenu compte des acteurs qui sont sur le terrain. Nous sommes situés à 40 km de Bitou et ici nous n'avons pas de local. Nous sommes obligés d'accompagner les camions jusqu'à Bitou pour les poses des balises. Alors, cela fait que c'est un travail fastidieux pour nous. Nous devons surveiller notre air ici et avoir un œil sur l'air de Bitou. Je pense que la manière même aussi, en ce qui concerne les impôts, doit quand même un peu changer. Quand on a l'occasion d'avoir les agents des impôts aussi dans nos murs pour le contrôle, c'est le lieu quand même de nous apprendre beaucoup de choses. Mais quand ils viennent pour le contrôle et puis à un moment donné, nous voyons qu'ils cherchent coûte que coûte à te créer des problèmes, moi je ne suis pas d'accord. Actuellement, à Varantel, ça vaut mieux. Au niveau de Kotekana, ils ont arrangé là-bas et travaillent 24 sur 24. N'importe quel, si on rentre là-bas seulement, de faire ton scanner, tu peux pas aller garer. Voilà, madame, c'est encore le problème de moyens et d'organisation qui joue sur l'efficacité de l'administration. Il va falloir véritablement réagir à ce niveau et trouver une solution pour permettre aux gens de véritablement bien travailler. Totalement d'accord avec vous. L'année passée, lorsque je suis allée en région, l'équipe du ministère qui m'a accompagnée, quand elle est revenue, nous avons fait le point. On a fait le point et nous avons décidé que dorénavant, il faut doter d'abord les régions. Au niveau des équipements, on en a donné, mais au niveau du personnel aussi, à telle enseigne que pour les mesures nouvelles, les recrutements que nous pouvons faire année par année, en fait la dotation qui nous a été donnée, nous avons décidé que nous allons doter les régions. Donc c'est quelque chose que nous allons faire effectivement pour corriger cela, parce que notre objectif, c'est que être en région ne devrait pas seulement être comme si c'était une condamnation. Les gens doivent se retrouver dans une situation où ils peuvent effectivement travailler et donner le meilleur d'eux-mêmes. Et c'est d'ailleurs pour cela, vous avez vu le programme d'appui au développement des économies locales que le chef de l'État a lancé en fin d'année dernière. C'est pour qu'au niveau de chaque région,
il y ait au moins un minimum. Donc je crois que nous allons y travailler petit à petit, mais la vision est là, la volonté politique est là, et nous sommes en train de nous donner les moyens pour pouvoir accéder aux besoins des régions, pour corriger effectivement les disparités. Est-ce que par rapport aux objectifs du gouvernement, le temps ne presse pas? Ben, il faut quand même se précipiter lentement aussi, parce que si vous ne prenez pas le temps de réfléchir, de savoir ce que vous allez faire, vous risquez de faire des erreurs. Ben, pourquoi nous avons élaboré le plan national de développement économique et social? C'est d'ailleurs heureux, chaque fois que j'ai l'occasion de rappeler que c'est un travail qui a été porté par mon ministère et que les cadres ont travaillé d'arrache-pied pour qu'en juillet 2016, le gouvernement puisse l'adopter pour que nous puissions aller à la conférence de Paris. Mais c'est parce qu'il faut que nous balisions cela, que nous puissions savoir là où nous allons, parce que comme on le dit, il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Il faut que nous sachions là où nous allons et que nous nous donnions les moyens pour avancer. Même chose au niveau du budget programme. Vous voyez très bien qu'il ne s'agit pas justement de donner juste des ressources aux gens. Non, c'est de dire, vous avez besoin des ressources pour faire quoi? Si j'ai besoin d'un ordinateur, l'ordinateur va m'aider à faire quel travail? Si j'ai besoin, j'ai vu, il y en a qui parlent effectivement de moyens de déplacement. Nous avons acquis des motos au niveau des impôts pour que les agents puissent travailler. Ce n'est pas normal que quelqu'un qui intervient pour l'État n'ait pas les moyens de travail. Donc nous sommes en train vraiment de corriger tout cela. Nous avons trouvé une situation vraiment des plus catastrophiques et nous sommes en train de corriger ça petit à petit avec un plan d'investissement pour les régions. Madame la ministre, on va progresser avec une question recueillie dans cette rubrique. Au niveau des parcs, là, nous, on paye 1000 francs. Si on quitte, aller à Lomé, on paye 1000 francs dans les parcs. Vous voyez, des parcs là, c'est trop sale. 1000 francs là, on ne sait pas. C'est le mairie qui doit entretenir des parcs, on ne sait pas. C'est des douanes, on ne sait pas. Or, nous, on paye chaque voyage, on paye 1000 francs. On ne sait pas qui va arranger dans parc. Madame la ministre, effectivement, quand on fait un tour au niveau de la frontière vers Saint-Cassé au Bitou, on voit que le parking réservé pour ces camions-là est vraiment dans un état qui laisse à désirer, quand on sait que c'est quand même des zones de fortes opérations et de recouvrement. Oui, je suis totalement d'accord, mais je crois que la responsabilité est partagée. Autant je crois que lorsque on demande aux transporteurs ou autres contribuables de payer certaines sommes, il faudrait qu'ils sentent que cela les met dans un meilleur environnement de travail. Mais il y a aussi une question de réflexe de citoyen. Pourquoi vous allez boire de l'eau avec les sachets et jeter à côté de vous? Pourquoi vous allez manger des beignets et jeter le papier? Quand vous allez à la frontière, mais je crois qu'il faut une éducation, une conscience environnementale, mais cela doit commencer au bas niveau, je veux dire au niveau de la famille, au niveau de la communauté, dans les établissements, qu'on dise aux enfants que mais c'est pas bien, ne faites pas cela. Mais moi, on voit dans la circulation des adultes qui boivent de l'eau et qui jettent ça par la fenêtre de leur voiture. Mais ça, c'est incroyable. Donc, il faudrait que la police environnementale nous ramène tous pour qu'on marche droit. Sinon, vraiment, je crois que ce n'est pas acceptable. Mais il faut peut-être mettre également, parce que bon, quand vous êtes dans un parking qui n'est peut-être pas bitumé ou qui n'a même pas été rechargé correctement, même si ce ne serait-ce qu'en terre, bon, il faut reconnaître que le mal commence peut-être à partir de là. Un parking, c'est quand même pas la chambre dans laquelle vous dormez. Hein. Un parking, c'est là où vous allez arrêter votre voiture. Non, on n'a pas besoin de le bitumer. Le parking doit permettre de garer sa voiture, de faire sa formalité rapidement et d'avancer. Parce que ce n'est pas fait pour que... Ce n'est pas un lieu de stationnement, ce n'est pas dit que les voitures doivent rester là. Et d'ailleurs, au niveau de la douane, nous sommes en train de travailler sur un projet pour pouvoir mettre en place un parc où toutes les voitures qui vont arriver pourront stationner. Vous avez parlé des grands camions, mais il n'y a pas seulement cela. Quand vous sortez dans une ville comme Ouagadougou, mais c'est devenu une poubelle vraiment à ciel ouvert, où toutes les voitures parquent, etc., en désordre, mais je veux dire, ce n'est pas acceptable. Donc, il faut que chacun, là où il se trouve, ait aussi un comportement citoyen. Je crois que ça, c'est important, et ça, ce n'est pas difficile. Une autre question, Madame la ministre. Nous, péage, nous aimerons savoir de quel ministère nous nous appartenons. À ce que je sache, quand le péage était à la gendarmerie, cette question de statut ne posait pas. Les gendarmes sont du ministère de la Défense. Mais nous, péagistes,
Nous ne savons pas de quel ministère nous sommes. Madame, la question du péage, ça dure pendant longtemps. On ne sait pas véritablement si ça intéresse le gouvernement. Et, du coup, on se retrouve avec des voies souvent libérées, des gens qui ne payent pas des taxes et qui passent. Est-ce que véritablement il ne faut pas résoudre le problème pour qu'on puisse, en tout cas, pour que l'économie puisse bénéficier de ces infrastructures-là? Oui, merci. Bon, le péage, c'est aussi un autre problème, effectivement, que nous rencontrons. Mais il faut savoir comment, normalement, le péage doit être géré avant de décider de l'ancrage. Le péage, normalement, selon d'ailleurs les directives communautaires, on dit que la route doit financer la route. Cela veut dire quoi? Que les recettes du péage devraient aider à l'entretien routier. Parce que vous voyez, nos routes sont vraiment dans un état de délabrement avancé. Et lorsque justement, il y avait la gendarmerie, parce que historiquement, ça évolue effectivement comme ils l'ont dit, bon, c'était récupéré et les taxes étaient utilisées pour faire l'entretien routier, etc. Et donc, dans cette même veine, nous avons décidé au niveau du gouvernement, et un dossier est sur la table du gouvernement, de confier la gestion du péage au Fonds spécial routier qui a déjà été créé. Le fonds a été créé pour gérer le péage et donc c'est lui qui aura des ressources et annuellement le budget va lui allouer une certaine somme. Les recettes déjà issues du péage seront versées à ce fonds-là et le fonds va gérer le péage. C'est un accident de l'histoire de retrouver le péage au niveau du trésor. C'est parce qu'il n'y avait pas d'ancrage préidentifié que c'est parti au niveau du trésor. Les trésoriers ne sont pas là pour gérer le péage. Ce sont des comptables publics qui ont une tâche principale qui n'est pas en tout cas de gérer le péage. Donc nous allons régler ça rapidement. Mais le personnel exprime quand même des inquiétudes par rapport à cette façon de voir les choses. Non, ce n'est pas une façon de voir, c'est la réalité des faits. Vous allez faire le tour des pays de la sous-région. Un agent de péage n'est pas un fonctionnaire de l'État. Lorsqu'ils ont signé leur contrat, ils savaient très bien que ce n'est pas pour être un fonctionnaire de l'État. Maintenant, le fonds qui va les gérer va les prendre en charge selon la modalité qui sera convenue. Mais sinon, comment voulez-vous que nous, on se mette à porte-à-faux des bonnes pratiques qui se font ailleurs? Et ailleurs, ça marche. Ailleurs, ça marche sans que ce ne soit des fonctionnaires. Donc aujourd'hui, votre ministère n'est pas en discussion avec les agents de péage parce qu'on sait Si, nous sommes en discussion parce que comme nous avons la charge de la gestion à l'heure actuelle, nous sommes en discussion avec eux. Mais ceci étant, à terme, la gestion du péage ne va plus relever du ministère de l'économie, des finances et du développement. Alors Madame la ministre, pour progresser, on sait qu'il a été question entre-temps d'un projet de fusion, disons des régies, notamment avec les impôts, la douane. Est-ce qu'aujourd'hui c'est un projet qui est toujours d'actualité? Et si oui, comment on y parvient? Vous voyez, c'est ça c'est un sujet, comme tant d'autres, sont abordés pour qu'on se fasse peur à nous-mêmes. Ce que je veux dire, c'est quoi? Il y a des bonnes pratiques qui se font ici, dont les autres pays peuvent s'inspirer, mais il y a des pratiques qui se font ailleurs et qui marchent, dont nous pouvons nous inspirer. Je crois qu'il faut voir cela comme ça. Maintenant, au niveau de la modernisation et de l'amélioration de la performance des régies des recettes, quelles sont les options possibles? La DGI vient d'organiser un atelier cette semaine autour de son plan stratégique. Dans ce plan stratégique, il y a les options possibles qui sont là, les différents points sur lesquels il faut travailler. C'est participatif, on va arriver à ça. Mais ceci dit, le MINEFID, en tout cas le ministre que je suis, n'a pas de position dogmatique sur des questions données. Je crois que c'est ça. C'est vraiment assez hallucinant. Chaque fois qu'un sujet vient, ça devient un grand problème. Ailleurs, donc on doit retenir que c'est peut-être une des options, mais que ça c'est une des options. On verra la meilleure option possible pour le Burkina Faso, tout en sachant qu'il y a des pays qui ont expérimenté cela et qui ont mobilisé à moins de 3 mois ce qu'ils mobilisaient au cours de l'année. Il y en a qui l'ont fait parce qu'il y a une indépendance totale au niveau de la structure qui est mise en place. Regardez, lorsqu'on nous parle d'exonération, vous avez suivi
certains journaux ont écrit pour dire que nous accordons des exonérations, c'est des centaines de milliards, ce qui est vrai, etc. Et que certains directeurs généraux ou ministres n'étaient pas habilités et que c'était un manque à gagner pour le budget de l'État. Ce n'est pas faux. Mais la structure qui a été mise en place dans certains pays est une agence indépendante qui fonctionne, qui a son budget et qui ne va pas accepter qu'un ministre vienne dire accorder une exonération à un entrepreneur. Parce qu'eux-mêmes, ils ont une rémunération basée sur la performance. Je crois que c'est ça. Il faudrait que nous puissions nous assurer effectivement que nous avons des motivations basées sur la performance, mais pas seulement des motivations tout court, que nous travaillons, que nous mobilisions des ressources ou des recettes ou pas. C'est ça le fond de la question. Mais il n'y a pas de sujet tabou et la discussion est en train de se mener. Ouais, toute autre chose maintenant, c'est la traduction des performances économiques sur le terrain. Vous l'avez dit, en 2016, ça fait 5,9% de croissance contre 4% en 2015. Les prévisions pour les années à venir également sont optimistes. Mais lorsqu'on va sur le terrain, lorsqu'on interroge la population, aujourd'hui tout le monde vous dit ça ne va pas, les affaires ne vont pas bien, le moral de la population est bas. Et finalement, comment on peut expliquer cette situation et qu'est-ce que vous faites concrètement pour sortir la population de cette situation? Il y a la perception et la réalité. Il faut qu'on parle de la même chose. Effectivement, on parle de vie chère. Quelle est la définition de la vie chère? J'aurais bien aimé que certains me disent, vous, qu'est-ce que vous pensez de la vie chère? La question, c'est quoi? Normalement, du point de vue économique, il y a des éléments qu'on utilise pour dire que la vie est chère ou pas, que le pouvoir d'achat s'est détérioré ou pas. Non, en fait, ce que les gens disent, c'est que l'argent ne circule pas. Mais attendez, il y a deux éléments. Il y a ça et puis la circulation de l'argent. C'est deux sujets différents. Je vais parler du sujet plus sérieux de la vie chère. On dit le revenu d'hier, le même revenu ne nous permet pas d'acheter le même bien aujourd'hui. Celui d'hier ne nous permet pas. Ça, c'est vrai. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que mon revenu d'aujourd'hui est différent de mon revenu d'hier. Donc, lorsqu'on veut calculer la perte de pouvoir d'achat, on doit tenir compte du revenu que nous avons aujourd'hui et ce que cela nous permet d'acquérir comme biens et services. Et nous, les économistes, ce que nous utilisons donc, lorsque nous voyons le revenu moyen du Burkinabé, sur la période, je crois, de 2000 à 2016, ce revenu a augmenté de 6,6%, à peu près, j'ai quelques chiffres en tête. Et les prix, eux, ont augmenté d'environ 2%. Donc cela veut dire que le pouvoir d'achat s'est amélioré. Les gens diront encore... Attendez, laissez-moi terminer. Et ce pouvoir d'achat, il tient compte, c'est ça que je dis, il y a la réalité et il y a la perception. Parce que c'est fait sur la base d'un panier de la ménagère, qui se base aussi sur le Burkinabé moyen et ce qu'il consomme. Et le panier de la ménagère, il y a un ensemble de produits qui y sont. C'est ce qu'on utilise pour voir est-ce que le niveau général des prix a augmenté, est-ce qu'il y a inflation ou pas. Mais si vous avez un mode de consommation, j'allais dire, excusez-moi le terme, peut-être petit bourgeois, ben, vous n'allez pas sentir, vous, parce que vous allez vous rendre compte que vous n'allez pas pouvoir acheter peut-être des spaghettis importés, parce qu'il y a l'inflation importée, etc. Donc, vous n'utilisez pas le même référentiel d'analyse. Non, mais parlons de l'argent ne circule pas, c'est un aspect important. Ben, pourquoi l'argent circulait avant? C'était l'argent cadeau. Ce n'est pas l'argent qu'on a eu parce qu'on a transpiré. Mais moi, on m'a dit la dernière fois, Minéphile, avant, on nous distribuait de l'argent et là, nous, on se taisait. J'ai dit, mais vous êtes mal tombés. Vous êtes mal tombés parce que Roch-Marc Christian Kaboré, quand il a été élu, il a dit gouvernance, tolérance zéro. Le Premier ministre là, qui est venu, il a dit la même chose. Vous voulez qu'un ministre puisse prendre de l'argent public, distribuer à des agents pour avoir leur sympathie? Je ne pense pas qu'on puisse le faire maintenant. Il n'est pas question que l'argent circule. Non, l'argent ne va pas circuler. Chacun va avoir ce qu'il mérite. Ce n'est pas seulement au niveau de la fonction publique, même au niveau des secteurs privés, les opérateurs économiques. Il n'y a rien qui est fait. On estime qu'il y a tellement de lenteurs, il n'y a pas de marchés qui sont attribués. Et du coup, les affaires ne vont pas bien.
Si les affaires n'allaient pas bien, on n'allait pas engranger ce niveau de taux de croissance. Moi, je préfère qu'on travaille sur les données plutôt que de faire des affirmations gratuites. Malheureusement, mon métier ne me permet pas de faire des affirmations gratuites. J'aimerais qu'on utilise les chiffres et qu'on compare. En tout cas, surtout pas pour les fonctionnaires. Parce que pour les fonctionnaires aussi, j'ai les chiffres, mais je n'ai pas les données. J'ai aussi les chiffres et il n'y a pas de baisse de pouvoir d'achat. Là, on est pris par le temps. On va tout de suite ouvrir la deuxième rubrique. Les partenaires techniques et financiers, le Burkina Faso compte également sur eux pour réaliser ses grands objectifs et on peut dire que les choses s'annoncent bien, du moins dans les intentions, comme on l'a vu à Paris en décembre 2016, à la table ronde des bailleurs de fonds, les enjeux dans ce reportage. Le Burkina Faso est un pays reconnu pour ses efforts constants de développement, avec un peuple travailleur et courageux, mais son économie reste tributaire de la coopération internationale pour son développement. C'est conscient de cela que les autorités gouvernementales s'investissent à entretenir des relations de coopération économique, technique et financière avec de nombreux partenaires au développement en vue de la mobilisation de l'aide extérieure au plan bilatéral et multilatéral. Le succès de la conférence des partenaires les 7 et 8 décembre 2016 à Paris est indicateur de la bonne qualité des relations que notre pays entretient avec les partenaires techniques et financiers. Cette conférence ayant permis d'enregistrer des intentions de financement public et privé de plus de 18 000 milliards de francs CFA pour le financement du Plan national pour le développement économique et social, PNDS. Au titre des actions déjà menées par le gouvernement en vue de renforcer la confiance des partenaires, l'on peut citer entre autres l'élaboration et la diffusion du rapport sur la coopération au développement RCD qui retrace les flux d'aide reçus par le Burkina, l'élaboration de la politique nationale de la coopération au développement PNCD, document important qui fixe la vision du Burkina en matière de gestion de l'aide, l'élaboration du programme de projet PPP, partenariat public-privé qui contient l'ensemble des projets de développement qui seront exécutés en PPP. L'organisation et la tenue de 2 revues de facilité de crédit FEC avec le FMI et la signature de 42 conventions de financement d'un montant global de plus de 655 milliards de francs CFA, dont 24 conventions de financement des partenaires bilatéraux et 18 conventions des partenaires multilatéraux. L'objectif étant la mise en œuvre réussie des projets et programmes de développement avec l'appui conséquent des partenaires techniques et financiers. D'ici à 2020, des efforts seront consentis pour la mise en œuvre d'une politique d'emprunt, tant sur le marché financier régional de l'UEMOA que sur les marchés internationaux, en adéquation avec la soutenabilité de la dette publique, dans le but de financer les investissements indispensables à l'amélioration substantielle de la productivité et de la compétitivité de l'économie. Voilà, on est un peu pris par le temps. Karim Gardiaga, il est beaucoup question des PPP, partenariat public-privé. Absolument. Aujourd'hui, tout le monde parle du PNDS. À l'intérieur du PNDS, il y a les projets de partenariat public et privé. Mais dans le fond, on a comme l'impression que les choses ne sont pas suffisamment bien organisées parce que récemment, on a entendu des opérateurs économiques qui s'intéressent justement à ces PPP-là, dit que bon, ils attendent encore qu'on leur présente des projets avec des outils de faisabilité et également des projets qui présentent l'analyse des risques. On a comme l'impression que l'organisation n'est pas suffisamment au point. Ils demandent même à savoir quel est l'interlocuteur. Ils n'ont pas d'interlocuteur à qui parler par rapport à ce projet-là. Est-ce que vous ne pensez pas que ça risque véritablement de mettre à mal la mise en œuvre des PPP? Bon, je voudrais d'abord dire que le PPP, c'est une modalité de financement et que c'est nouveau, ici comme dans d'autres pays. Et certains pays ont dit qu'ils ont eu des PPP, mais en fait, c'était des préfinancements. Parce que le vrai PPP, c'est celui qui s'autofinance. Vous réalisez une infrastructure routière, vous faites payer ceux qui passent sur la route et vous récupérez. Idem pour l'énergie que vous revendez, etc. Et c'est pour cela, comme en fait, nous sommes en train de finaliser d'ici fin juin notre premier vrai PPP.
Et donc c'est pour cela que nous nous sommes entourés de toutes les garanties. Sinon, au niveau de la conférence, il y avait 83 projets qui avaient été identifiés comme éligibles à la modalité PPP. Et les privés qui veulent investir peuvent faire des propositions eux-mêmes, spontanées, ou lorsque le gouvernement, c'est la modalité que nous avons choisie, le gouvernement fait un appel et on attend d'avoir les meilleures propositions. Donc nous sommes en train d'avancer, mais d'avancer bien pour éviter effectivement d'aller dans une situation où bon, des gens font des travaux qui ne sont pas à la hauteur du montant qui est annoncé. Et donc voilà, nous sommes en train d'y travailler et en tout cas vous allez voir le premier projet PPP signé d'ici ce mois de juin. Madame la ministre, à ce jour, est-ce qu'on peut savoir à peu près sur les intentions de financement, alors quel point on peut faire aujourd'hui sur ce qui a été recouvré ou en tout cas les engagements qui ont été honorés? Et est-ce que pour les années à venir, en tout cas les bonnes intentions qui étaient affichées sont toujours de mise? Bon, je voudrais d'ailleurs dire que j'ai signé en 2016 plus de 100 conventions de financement. Et qu'au niveau des différentes conventions de financement, c'est adossé à des projets. Et je voudrais faire une parenthèse d'ailleurs pour dire que les 18 000 milliards, vous avez même vu dans l'élément, on a parlé d'intention de financement. C'est-à-dire que ce sont des partenaires qui ont montré qu'ils sont intéressés, qu'ils veulent nous accompagner, mais ceci dit, cela doit prendre le processus. Signer les conventions, vous avez vu récemment, que ce soit avec des bilatéraux ou même avec certains multilatéraux, nous avons signé un certain nombre de conventions. Cela va se traduire à travers des projets, c'est de l'eau, c'est des infrastructures scolaires, c'est des infrastructures de santé, etc. en direction des populations. Donc ce n'est pas de l'argent qui va être distribué comme ça. En tout cas, nous sommes sur la bonne voie. Les intentions sont là. Nous sommes en train de concrétiser cela, y compris lorsque j'étais récemment avec la Banque islamique de développement, qui a confirmé effectivement ses engagements. Ils ont la liste des projets que nous leur avons proposés et nous allons signer progressivement effectivement les différents projets. Donc tout est sous contrôle. Okay, mais est-ce qu'il y a un mécanisme qui permet un suivi, qui permet à un temps donné de pouvoir dire voilà combien de... Bien sûr, nous avons un tableau au niveau de une matrice, au niveau de la Direction générale de la coopération et ils suivent tous les accords de financement au niveau du pays, quoi. Bon. On va aborder les questions d'actualité. Absolument. Voilà. Le rapport de l'ASE 2015 vient de tomber. Voilà. Il révèle entre autres le non-respect des procédures de passation de marché, des détournements de fonds, des dépenses inopportunes. C'est des problèmes récurrents. Et véritablement au niveau du gouvernement, qu'est-ce que vous faites non seulement pour recouvrer ces sommes détournées et ensuite pour décourager tous ces fautifs? Bon, ce que je peux dire, c'est déjà à mon propre niveau. À mon niveau, j'ai désigné un de mes chargés de mission qui dépouille tous les rapports de l'ASE pour voir les recommandations qui concernent notre ministère, pour que nous puissions prendre les mesures idoines. Bien sûr, il y a des sanctions d'abord administratives, et puis après, le dossier est transféré au procureur qui fait le suivi. Donc, je vais dire qu'il y a plusieurs intervenants sur un même dossier, parce que si d'un côté, le gouvernement fait son travail, et que la justice, parce qu'elle est débordée pour plusieurs raisons, n'arrive pas à le faire, c'est-à-dire à la fin de la journée, on n'aura pas le résultat. En tout cas, nous jouons notre partition et le suivi est fait chez moi de façon systématique. Ça, je peux le dire. Et maintenant, pour éviter de tomber dans la situation, c'est pour ça que nous sommes en train d'engager un certain nombre de réformes. Au niveau fiscal, toutes les questions de dématérialisation, les télédéclarations, nous sommes en train de le faire. Les paiements de cash, on veut éviter ça. Donc nous sommes en train d'enlever tous les facteurs de risque. Au niveau de la commande publique aussi, nous avons mis la transparence vraiment au top de l'agenda, à telle enseigne que mon ministère travaille actuellement sur un système de marché public web. Ce que je veux dire, c'est quoi? Vous pouvez être chez vous, en dehors de Ouagadougou, et vous pouvez accéder à tout le système, postuler, etc., etc. Donc nous sommes en train, c'est un investissement de fonds que nous sommes en train de faire, sans compter que bien sûr en 2016, nous avons dû engager des réformes vraiment très ardues en matière de commande publique, qui responsabilisent d'ailleurs les ministères sectoriels pour aller rapidement. Est-ce qu'on pourrait s'attendre à des sanctions administratives et puis éventuellement des actions judiciaires contre ces personnes-là qui ont été citées dans ce rapport? C'est exactement ce que je vous ai dit. Je vous ai dit que les ministères engagent les actions administratives qui les concernent. Après,
Les ministères transfèrent les dossiers à la justice pour la suite. Pour finir, Madame la ministre, il y a cette question du front social au niveau de votre ministère. Depuis votre arrivée, on voit que les grèves succèdent aux grèves. Récemment, c'était les agents du Trésor public qui ont également, en tout cas, vu une partie de leurs revendications satisfaites. Alors, comment on peut expliquer cette cristallisation du front social au niveau de votre département, surtout autour donc, de cette question des fonds communs? Bon, je pourrais vous dire que je ne pourrais pas vous dire que je suis heureuse de voir tout cet échauffement au niveau du front social, et que ce soit dans mon ministère, parce que c'est un ministère très sensible, mais que ce soit aussi au niveau du pays. Et le gouvernement a donné sa ligne de conduite. C'est qu'il s'agit de dialoguer. Dialoguer, c'est-à-dire se faire comprendre et écouter l'autre. C'est ce que nous faisons. Et nous espérons que nous n'allons pas rentrer dans certaines situations dans un dialogue de sourds, parce qu'il faut que chacun vienne avec la bonne volonté d'écouter. Et lorsque nous voyons d'où nous venons, lorsque nous voyons la situation qui a été décrite, vous avez d'ailleurs suivi dans les éléments les attentes des populations, et je crois que s'il y a un appel que je peux lancer, c'est demander que nous puissions tous nous mobiliser. Nous mobiliser pour avancer, parce que comme on le dit chez nous, lorsque chacun tire de son côté sur la calebasse, vous aurez des morceaux de calebasse, donc ça veut dire que nous allons tous perdre. Et donc moi, c'est l'invitation que je peux faire. Est-ce que peut-être vous n'avez pas le sentiment de ne pas être compris? Parce qu'on a l'impression que peut-être dans votre approche et puis dans votre vision des choses, il y a peut-être un déphasage par rapport, en tout cas, au personnel au niveau du ministère. Bon, je n'ai pas une vision différente de celle qu'imprime le gouvernement. Et moi, j'ai l'avantage quand même de promouvoir l'esprit d'équipe, le dialogue. Et toutes mes directions centrales et au niveau décentralisé, je leur demande d'avoir une interaction régulière avec le personnel. Moi-même, je suis partie, comme je vous l'ai dit, dans certaines directions. J'ai rendu visite au personnel, j'ai échangé avec eux pour montrer qu'on ne peut pas diriger un ministère comme on le faisait juste après les indépendances. C'est la participation, c'est le dialogue, c'est l'esprit d'équipe. Maintenant, nous sommes dans un environnement quand même post-insurrection qui fait que le pays est arrivé à une situation où il y a de l'intolérance, où il y a un manque d'écoute de certaines parties, où il y a même de l'incivisme. Lorsque vous voyez les gens s'attaquer à leurs collègues au niveau du bureau, lorsque vous voyez des gens s'attaquer à des personnes dans la rue, etc., je veux dire, c'est comme s'il y a un trop-plein quelque part, et c'est pour cela qu'il y a des remous sociaux. Et donc, je crois que c'est prier, d'ailleurs, nous sommes pendant la période de jeûne, prier pour que la paix soit vraiment totale et de retour au Burkina Faso. Nous avons déjà des menaces extérieures qui sont sérieuses, et ce n'est pas à nous d'ajouter, comme on dit, d'en rajouter, et il faudrait que nous puissions travailler vraiment à faire avancer notre pays. Je crois que c'est l'appel, et je souhaite aussi un très bon mois de Ramadan à ceux qui sont dans le jeûne, parce que le mois de Ramadan est un mois de partage, un mois de sacrifice. Et un mois béni. Et un mois béni. Voilà, Madame la Ministre, que de choses à dire. Malheureusement, nous allons nous arrêter là, parce que le temps qui nous était imparti, on a largement débordé. Alors, Karim Gadiaga, nous ne pouvons que dire merci à Madame la Ministre pour sa disponibilité, et puis également remercier tous les téléspectateurs pour leur fidélité à l'émission Dialogue avec le gouvernement, organisé en collaboration entre la radio-diffusion télévision du Burkina et le service d'information du gouvernement. Merci pour votre attention. Tout de suite, Draman Dadjan vous retrouve pour le journal de 22h30.